Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau LNVP qui, pour la dernière fois, parlera de l'histoire du Roi des Monstres. Nous allons aborder ensemble la dernière série de films, puis des éléments plus actuels. Il y a encore pas mal de choses à dire, donc ne traînons pas et laissez-moi vous parler encore une fois de Godzilla. Juste après la sortie du Godzilla de Roland Emmerich, les fans du Roi des Monstres étaient indignés par cette version. Pour eux, le film n'avait que pour nom Godzilla. La Toho pensait aussi la même chose, et ils sont allés plus loin que les fans car elle a tout simplement renommé le monstre Zilla. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là, car alors que Godzilla devait revenir au Japon en 2005 pour une nouvelle série de films, la Toho a tout simplement décidé de reprendre les films in extremis afin de remettre les pendules à l'heure et de montrer aux gens qui était véritablement Godzilla. Donc, en 1998, les tournages avaient repris au Japon, puis en 1999 commença une nouvelle série de films Godzilla, commençant par celui-là. Godzilla Millennium, nommé Godzilla 2000 dans les autres pays. Ces deux titres ne sont pas anodins car ils témoignent non seulement du retour du Roi des Monstres, mais aussi d'un renouveau. Bien entendu, la Toho garda la technique des costumes, même si les effets spéciaux sont de plus en plus présents à cette époque. Bon, comparé à avant, je vais moins m'attarder sur l'histoire de ces films-là, sauf peut-être le dernier sur les 50 ans de Godzilla, car je trouve que c'est plus important, étant donné que c'est les 50 ans de Godzilla quand même. Donc des résumés plus condensés, mais ça ne veut pas dire que les films sont mauvais. Non, au contraire, les films dont je vais vous parler sont plutôt bons en fait. C'est juste que c'est un souci de temps. Voilà, je ne veux pas que la vidéo dure 50, voire même 1 heure de vidéo, 50 minutes, 1 heure de vidéo. Donc du coup, je vous recommande plutôt de les regarder et je vous ferai des petits résumés condensés pour vous dire le sujet principal de chaque film. Déjà, première chose que l'on constate dans Godzilla Millennium, c'est le nouveau design de Godzilla qui a tout bonnement trop la classe, voilà. Franchement, si je devais faire un top des designs de Godzilla, celui-ci finirait probablement dans mon top 3. Mais on n'est pas là pour parler de ça, donc de quoi parle ce film? Ben déjà, Godzilla est de retour au Japon, mais il va y avoir la présence d'un second ennemi. Alors que l'armée affronte le Roi des Monstres, une météorite qui était enfouie dans l'eau depuis des temps immémoriaux refait surface. Et alors que Godzilla s'approche du rocher, ce dernier se met à se dresser, puis à voler. Du coup, la météorite affronte une première fois Godzilla, puis plus tard dans le film nous montre sa véritable forme, un immense vaisseau en CGI. L'OVNI s'arrête à Makuhari, afin de récolter des données sur Godzilla. Ce dernier arrive et affronte la chose qui tente de s'emparer de son ADN afin de muter. La transformation commence, mais l'ADN de Godzilla est instable, mais l'OVNI a suffisamment absorbé d'ADN pour créer un monstre nommé Orga. Une créature pas très puissante si on le compare aux autres monstres de la saga Godzilla. D'ailleurs, le nom Orga peut rappeler le diminutif de organisme, ce qui est assez intéressant pour ce film. Malgré sa transformation incomplète, Orga essaye d'absorber de nouveau l'ADN de Godzilla, mais se fait tout simplement exploser. Godzilla gagne ainsi la bataille et j'aimerais revenir sur les précédents films. Si vous faites attention, à chaque fin de film, on a différentes sortes de victoires. Soit Godzilla qui se fait repousser à la fin du film, ou alors Godzilla qui gagne contre un monstre et repart directement en pleine mer, ou Godzilla qui se fait tuer. Mais la fin de ce film est différente des autres car, laissez-moi vous résumer ça. Godzilla gagne contre Orga, puis il enchaîne sur de la destruction de villes. Oui, le film s'achève sur une note plus obscure car pour la première fois, les dernières images d'un film Godzilla se terminent par le Roi des Monstres mettant à feu et à sang une ville. Ce qui me mène au point suivant, une petite analyse de ce film par rapport à son contexte. Je vous rappelle d'ailleurs son contexte, donc c'est-à-dire que ce film est une réponse directe au film de Roland Emmerich, et pour cela on va passer par plusieurs étapes. Bien que j'ai fait le résumé précédent, je pense qu'on peut largement le simplifier par ce que je vais dire. Essayons un peu. Un organisme étranger veut conquérir le monde. Pour arriver à ses fins, il décide de prendre la forme de Godzilla, le roi des monstres. Il tente de l'imiter, mais au final, il n'arrive pas à égaler l'original et se fait tuer par ce dernier. Dit comme ça, je pense que certaines personnes auront compris où est-ce que je veux en venir. Mais pour les autres, ne vous en faites pas, je vais vous détailler ça. Un organisme peut être beaucoup de choses.
Ça peut être aussi un homme. On pourrait peut-être dire que Roland Emmerich est un organisme comme moi, comme vous, voilà. Un étranger, ça peut être beaucoup de choses, mais si on prend ça par rapport au pays, par exemple, en France, les Anglais, ce sont des étrangers. Donc si on se place au Japon, les Américains seraient des étrangers. Roland Emmerich étant un Américain, donc on pourrait le considérer comme un étranger si on était au Japon. Donc voilà notre première image, un organisme étranger. Alors parlons de la conquête du monde. Alors elle peut être dit comme ça, donc c'est-à-dire on conquérit le monde avec des invasions armées, ou bien ça peut être un peu plus métaphorique. On peut par exemple conquérir le monde idéologiquement, ou bien, disons, en étant dans le cœur des gens, c'est-à-dire en étant très connu. Et l'un des moyens les plus faciles à se faire connaître, je pense que ce serait l'argent. Donc, si on reprend nos trois éléments, un organisme étranger veut conquérir le monde. Avec les images, ça tourne différemment, ne vous trouvez pas? Seconde partie, pour arriver à ses fins, donc pour que cet organisme étranger arrive à conquérir le monde, donc si on reprend les définitions précédentes, donc les images que j'ai faites, pour que cet homme étranger arrive à gagner de l'argent, il faut qu'il imite une certaine icône très connue du cinéma. Une icône connue du cinéma, ça peut être une personne, un personnage, tout simplement, ou bien un monstre. Donc, si on reprend encore une fois depuis le début et qu'on ajoute les images que je viens de donner, ça donne ceci. Un organisme étranger veut conquérir le monde. Pour arriver à ses fins, il décide de prendre la forme de Godzilla, le roi des monstres, et tente de l'imiter, mais au final, il n'arrive pas à l'égaler, à égaler l'original, et se fait lyncher la gueule par ce dernier. Après, oui, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'avoue, mais en même temps, ça ferait un sacré message subliminal si on y repense. Par contre, c'est ce que je viens de dire est juste. Dans ce cas, ce film serait, dans un premier temps, la recréation du moment où Emmerich essayait de s'emparer de Godzilla, donc c'est-à-dire en faire son Godzilla, et ce serait symbolisé par l'OVNI ainsi que Orga. Et la seconde partie du film, ce serait la réponse de la Toho à Emmerich avec cette fin perturbante où Godzilla serait en train de ravager la ville. Mais si on regarde cette fin de plus près, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, que Godzilla est de retour, plus en forme que jamais, et qu'on ne rigole pas avec lui. Cette fin est en quelque sorte la réponse de la Toho à Emmerich. Et cette fin nous montre qui est le roi des monstres, le vrai. Bon, après, ce ne sont que des suppositions, je n'affirme rien. C'est peut-être des idées que je me fais, mais je pense que c'était assez important de les soulever dans cette vidéo, car ça peut permettre de voir le film, ce film-là, dans une autre perspective, et peut-être les suivants. Du coup, la machine est de nouveau en route et on est reparti pour une petite série de films. L'année suivante sort Godzilla vs Megaguirus, qui n'est pas la suite de Godzilla Millennium. En effet, chaque film de cette génération est indépendant des autres, sauf peut-être pour l'un d'entre eux, que nous verrons après. Pour le cas de ce film, il réécrit en partie ce qu'il s'est passé avec Godzilla depuis le début. Le film commence avec un résumé des événements depuis 1954 où Godzilla n'a pas été tué. Non, pas d'Oxygen Destroyer dans cet univers. Du coup, il a attaqué une première fois Tokyo à cette époque, a dévasté la ville et du coup la capitale du Japon a changé. Elle est devenue Osaka. Et 12 ans plus tard, Godzilla attaque de nouveau le Japon en attaquant les usines nucléaires. Suite à cette attaque, le Japon décide d'abandonner l'utilisation de l'énergie nucléaire afin de développer une nouvelle énergie pour que Godzilla cesse ses attaques. Et ben ça marche. Bien que pendant une très longue période le pays avait du mal à fonctionner sans le nucléaire, en 1996, une nouvelle sorte d'énergie fait son apparition, l'énergie plasma. Cette nouvelle énergie allait relancer le Japon, mais Godzilla refait surface pour une raison totalement inconnue. Ce qui nous mène en 2001 où aura lieu le cœur de l'action, où l'armée développe une nouvelle arme pour combattre Godzilla. Un satellite capable de créer un mini trou noir appelé Dimension Tide. Mais en le testant, ils ouvrent un trou de verre qui a permis à une libellule préhistorique de pondre un œuf dans notre monde. Il s'avérera que cet œuf en contenait plusieurs autres et font naître plusieurs larves appelées méganulons, en référence à ceux présents dans le film Rodan. Bref, Godzilla va être confronté à eux, il va en tuer plusieurs, mais certains auront réussi à absorber de l'ADN du roi des monstres. Ils réinjecteront l'ADN dans leur reine, la faisant muter en une puissante créature nommée Megaguirus.
monstre considéré comme étant le plus rapide et agile de tous les kaiju existants dans l'univers de Godzilla. Concernant ses capacités, non seulement ce nouveau monstre est très rapide et il possède de très bons réflexes, mais ses battements d'ailes sont si rapides qu'elles provoquent des ondes de choc capables de détruire des bâtiments. Godzilla devra bien entendu l'affronter, mais aura beaucoup de mal à le vaincre. Au cours du combat, Megaguirus va absorber encore plus d'ADN de Godzilla et va débloquer la capacité d'envoyer des sphères atomiques. Mais au final, Godzilla réussit à tromper son ennemi et le tue, ou plutôt l'anéantit avant de se faire emporter par un mini trou noir le faisant disparaître de la surface de la Terre, ou pas. Oui, je sais, c'est très court comme résumé, mais comme je vous l'ai dit au début, si je veux pouvoir aborder tous les sujets que je souhaite dans cette vidéo, je suis obligé de faire court et de faire rapide, mais bien entendu, je vous recommande d'aller voir ces films. Juste une chose pour conclure sur celui-ci, vous avez dû le remarquer quand je vous l'ai dit, mais ce film joue encore sur le thème du vol d'ADN. On a encore un monstre qui s'est approprié directement l'ADN de Godzilla, mais plutôt dont les petits ont volé l'ADN de Godzilla pour l'améliorer en quelque sorte. Et ce ne sera pas le dernier de cette génération à jouer sur le sujet de l'ADN. Mais avant, nous devons passer par le film qui suit, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Qui veut dire en gros les monstres géants sortent pour attaquer. En gros. Et comme le titre l'indique aussi, nous allons voir dans ce film Godzilla, Mothra et King Ghidorah s'affronter. Encore une fois, l'histoire du film se situe dans une nouvelle continuité où, tout simplement, Godzilla a attaqué le Japon en 1954, s'est fait tuer par une arme chimique inconnue, peut-être l'Oxygène Destroyer, peut-être un autre, et n'est pas réapparu depuis cette époque, au point que la population du Japon pensait que ce n'était qu'une légende. Depuis, une unité spéciale a été fondée dans le cas où un nouveau monstre ferait surface. D'ailleurs, pour ce film, ils ont décidé de le connecter à celui de Roland Emmerich, en faisant référence à un monstre qui a attaqué les US il y a quelques années. Comme quoi Lato n'en a pas fini avec cette histoire. C'est alors qu'un monstre fait son apparition, Baragon, un monstre issu du film Frankenstein vs Baragon que je n'ai jamais vu. Plus tard, une larve de Mothra apparaît aussi. Apparemment, ces deux monstres font partie d'une sorte de légende ancienne indiquant qu'un jour ils se réveilleraient pour sauver le monde d'une menace ou quelque chose dans le genre. D'ailleurs, dans cette légende, il y a un troisième monstre protecteur, Ghidorah. Oui, vous êtes pas sourd, vous avez bien entendu, Ghidorah sera pour une fois un monstre défenseur de la Terre et non pas un envahisseur de l'espace. Alors que d'un côté Baragon fait des ravages, ailleurs apparaît enfin Godzilla après presque 40 minutes de film. Et comme vous pouvez le constater, il a une forme complètement différente comparée aux deux films. Juste, je me permets de m'attarder un tout petit peu sur le sujet, car cette forme de Godzilla est un peu plus démoniaque, vous ne trouvez pas? Je veux dire, mais regardez ses yeux, ils sont blancs. Et si on le compare aux précédentes formes, jamais il n'a été aussi terrifiant à regarder. Aussi, j'aimerais m'attarder sur un passage du film. Celui-là, voilà. Godzilla attaque une ville du Japon, tout le monde crie, Godzilla semble gêné par ses cris, une première fois qu'on le voit réagir de cette façon, et est sur le point de lancer son souffle atomique. Mais au moment où il allait cracher ses flammes, on se retrouve dans un plan sur une école où on voit les enfants avoir cours, et regardez comment est symbolisé le souffle atomique de Godzilla. Jamais son souffle atomique n'a été montré de cette façon. Ce film est totalement différent des précédents. Mais en même temps, les fans étaient assez divisés sur ce film. Bon, je comprends pourquoi, parce qu'il est assez différent quand même des précédents qu'on a vus. Mais bon, reprenons le résumé. Godzilla attaque de nouveau le Japon, il affronte Baragon et le tue. Plus tard, l'armée tente de l'affronter, mais rien n'y fait, le roi des monstres est trop puissant. C'est alors que King Ghidorah se réveille et que Mothra se transforme afin d'affronter Godzilla. On a un combat assez long que je ne vais pas vous détailler, sachez juste que Mothra et King Ghidorah se sacrifient pour repousser Godzilla sous l'eau. L'un des personnages principaux du film utilise une sorte de machine sous-marine afin d'achever Godzilla en lui perforant la gorge par un missile avec une tête foreuse. Comment ? Tout simplement en entrant dans la gorge de Godzilla et en faisant le trou de l'intérieur, ce qui marche à merveille. Alors que ce dernier allait tenter de lancer un souffle atomique, à cause du trou causé par la perforation, Godzilla se donne accidentellement la mort, et le film termine sur un plan du cœur de Godzilla en train de battre au fond de l'océan. Encore un résumé super condensé, je sais, j'en suis fier, et je continue comme ça.
L'année d'après sort Godzilla Against Mechagodzilla, qui tournera encore une fois sur la duplication de l'ADN de Godzilla, voire même plus. On repart dans une nouvelle continuité qui inclut déjà le premier film, ainsi que le film Mothra, et tout plein d'autres films de monstres japonais de l'époque. Donc, le premier Godzilla est mort en 1954, un nouveau attaque le Japon en 1999, et le gouvernement japonais veut construire une arme capable de le combattre. Il récupère les ossements du premier Godzilla enfouis sous l'eau et les utilise pour créer un Godzilla robotique. Mechagodzilla, renommé Kiryu. Il l'équipe de tout un arsenal, dont un rayon capable de congeler sa cible au zéro absolu. Godzilla ne tarde pas à attaquer le Japon, donc l'armée décide de tester Kiryu. Au début tout va bien, mais après quelques minutes de combat, Kiryu semble prendre vie. Et oui, je vous rappelle qu'il a été construit grâce aux ossements du premier Godzilla, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il restait une part de son âme avec ses ossements. Donc, Kiryu est habité par l'esprit du premier Godzilla, et il lui arrive de prendre vie sans rien demander à personne, et accessoirement, Kiryu part casser 2-3 bâtiments à droite à gauche, la routine d'un Godzilla, quoi. Bon, l'armée réussit enfin à reprendre le contrôle de Kiryu, et font quelques petits ajustements. Godzilla attaque encore, Kiryu l'affronte de nouveau, le combat est rude, mais au final, il réussit à repousser le roi des monstres, nous menant vers le prochain film qui est la suite directe de celui-ci. Godzilla X Mothra X Mechagodzilla Tokyo SOS. Ou juste Godzilla Tokyo SOS si vous préférez. Dans le précédent film, Kiryu a réussi à repousser Godzilla, l'armée décide de continuer à l'utiliser afin de pouvoir protéger le Japon. Pendant ce temps, les deux fées de Mothra rendent visite à un certain Shinichi Shujo, le même que dans le film Mothra interprété par le même acteur. Elles viennent demander son aide afin que, il puisse demander à l'armée de ne plus utiliser Kiryu car, il détient les ossements du premier Godzilla et, on ne joue pas avec les morts tout simplement. En échange, elles disent que Mothra s'occupera de défendre le Japon contre Godzilla. Mais bien entendu, l'armée ne veut pas laisser Kiryu car il a un atout beaucoup trop précieux pour eux. Bon ensuite, vous connaissez la chanson, allez, 3, 4, Godzilla attaque, l'armée fait face à lui, comme toujours il n'y arrive pas, et c'est alors qu'il se passera quelque chose. Et justement, ce quelque chose, c'est Mothra qui est appelé et combat Godzilla, mais n'arrive pas à le repousser. L'armée décide d'utiliser Kiryu afin qu'il épaule Mothra. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ce dernier avait pondu un œuf sur son île, et justement, il éclot durant le combat, faisant naître deux larves qui foncent aussi affronter Godzilla. Kiryu prend quand même assez cher au point de tomber en panne, tandis que le premier Mothra finit dans un sale état, puis meurt en se sacrifiant pour sauver ses petits. Les deux larves poursuivent le combat, cependant sans Kiryu, c'est à peu près impossible de gagner. Cependant, le personnage principal du film le répare, permettant à Kiryu de poursuivre le combat, et après lui avoir infligé de lourdes blessures, les larves enferment Godzilla dans une toile, comme dans Godzilla vs Mothra tout simplement. C'est alors que Kiryu reprend vie et emporte Godzilla vers l'océan afin de l'emporter avec lui dans les profondeurs abyssales, laissant les deux larves repartir chez eux. Fin du film. Puis nous arrivons en 2004, l'année des 50 ans de Godzilla. 50 ans que le roi des monstres existe. Du coup, Lato a décidé de faire un film pour marquer cet événement, Godzilla Final Wars. Ce film était censé être le tout dernier film de Godzilla avant la sortie du film de Gareth Edwards. J'ai pas mal de choses à dire sur ce film, donc du coup on va commencer par un petit résumé. Et sachez juste que, comme les précédents films, celui-ci ne se situe dans aucune continuité de film Godzilla. Le film commence au pôle sud, où Godzilla affronte les humains. Il fait face aussi au Gotengo, une sorte de vaisseau que les hommes ont construit pour lutter contre les monstres. Le Gotengo est originaire du film Atragon, que je n'ai pas vu et dont je ne parlerai pas car je n'ai pas le temps de le voir. Voilà. Bref, le film commence avec un combat que les humains remportent. Oui, Godzilla est enseveli sous la glace, après quoi nous avons une rapide présentation de la situation du film. Apparemment, depuis l'arrivée des monstres, le monde a décidé de s'unir sous une seule bannière pour les combattre, l'EDF. Non, pas notre EDF, non, cet EDF. Non, parce que cet EDF-là, ça signifie Earth Defense Force, ou Force de défense de la Terre, si vous préférez. Cette organisation a créé des surhommes dont les gènes sont basés sur ceux des monstres, renforçant ainsi leur capacité physique.
Et bien entendu, leur ennemi principal n'est autre que Godzilla. Après, nous avons le générique qui nous fait un petit récapitulatif des films Godzilla qui sont sortis depuis ces 50 dernières années. Puis on se retrouve sous l'océan, en plein combat entre le Gotengo et Manda, qui est aussi originaire du film Atragon. Nous faisons la connaissance aussi du capitaine du vaisseau, Douglas Gordon, qui faisait partie des personnes ayant enfermé Godzilla sous la glace. Ce dernier prend des risques inconsidérés pour affronter Manda, ce qui lui vaut de se faire arrêter. Nous faisons ensuite la connaissance de Shinji Ozaki, le personnage principal du film, qui est un mutant travaillant pour l'EDF. Pas notre EDF, je viens de dire. Vu que son capitaine a été mis à l'arrêt, on l'envoie en mission d'escorte. Il doit donc protéger une biologiste du nom de Miyuki Otonashi qui doit passer au musée de l'EDF. Ah, je ne sens que je ne serai jamais habitué à dire ça. Bref, ils y vont car la dépouille d'un monstre a été découverte, un monstre cybernétique, et peu de temps après, ils sont pris d'une vision créée par l'effet de Motra, qui leur révèle que ce monstre s'appelle Gigan, et qu'il y a longtemps, il avait combattu Motra alors qu'il essayait de détruire la Terre. Après ça, nous voyons le secrétaire général de l'ONU dans son jet, qui se fait attaquer et détruire par Rodan. Ce dernier attaque New York, mais ce n'est pas tout, car dans plusieurs coins du globe, d'autres monstres attaquent. Dites-moi si ces noms ou ces têtes vous sont familières. On a Anguirus, King César, Kamakuras, Kumonga, Ebira et... je ne déconne pas, il est dans ce film. Zilla. Oui, Zilla. Vous avez bien entendu, il est dans ce film, mais pour une seule et unique raison que nous verrons plus tard. Oh, et j'ai failli oublier, mais il y a Minilla aussi dans une version réduite de lui-même. Voilà. Le DF intervient. Et c'est vraiment parce que je manque de temps que je ne fais pas de blagues sur le sujet. Parce que j'en ai envie. Mais j'ai pas le temps. Non. Le DF envoie plusieurs styles de Gotengo attaquer les monstres, sauf pour Ebira qui se fera démonter par nos mutants. Ouais, c'est pas très glorieux pour lui. C'est alors que tous les monstres, sans exception, se font absorber par des engins inconnus venant du ciel, qui se regroupent sur un plus gros ovni en forme de boule. Tout ceci est dirigé par une race d'extraterrestres nommée les Xiliens, ou Ixiens en français. Et au cas où vous me poseriez la question, oui, il s'agit bien des mêmes Xiliens qu'il y a dans Invasion of Astro Monster, comme on peut en juger par leurs lunettes de soleil. Ces Xiliens avaient apparemment sauvé le secrétaire général de l'ONU lors de l'attaque de Rodan sur son avion. Et donc, pourquoi les Xiliens sont venus sur Terre? Car une météorite s'apprête à s'écraser sur notre planète et qu'ils ont décidé de nous aider. Une alliance se forme donc entre les humains et les Xiliens. Cependant, Shinji doute de quelque chose. Il pense que les Xiliens ne sont pas vraiment venus uniquement pour ça. De plus, en analysant une vidéo prise du secrétaire général, il constate que ce dernier ne cligne pas une seule fois des yeux, tout comme les Xiliens. Ça peut paraître anodin, mais en effet, aucune personne au monde n'est capable de maintenir constamment ses yeux ouverts. On a toujours besoin de cligner à un moment ou à un autre des yeux. Conclusion, ce secrétaire général n'est pas le vrai. Mais ce n'est pas le seul à être bizarre, car la dirigeante de l'EDF est aussi un tout petit peu bizarre. Elle n'a pas l'air de cligner des yeux aussi. Alors que le nombre de personnes de confiance se réduit, au fur et à mesure, Shinji ne voit qu'une seule solution, une seule personne digne de confiance, Douglas Gordon. Ils décident donc de le libérer, ils font équipe avec les autres mutants et réussissent à déjouer le tour des Xiliens. Alors qu'ils attendent une explication de leur part, le chef des Xiliens se fait tuer par son sous-fifre X qui prend les commandes et libère l'intégralité des monstres qu'il avait capturés, sachant que les monstres sont sous le contrôle des Xiliens. De plus, Gigan se réveille, comme si la situation n'était pas aussi désespérée que ça. Obligés de se replier au Gotengo, nos héros tentent de trouver une solution. Mais l'ennemi semble trop puissant. C'est alors que Gordon dévoile la seule et unique solution possible pour sortir de cette situation désespérée. Combattre le désespoir par celui qui en a causé aussi. L'unique solution à cette situation est Godzilla. Gordon veut ainsi libérer Godzilla afin qu'il tue les autres monstres ainsi que les Xiliens, après quoi il le renfermerait sous la glace, si c'est possible. Le Gotengo part pour le pôle sud, mais le nouveau chef des Xiliens, donc X, demande à Gigan de les poursuivre. Heureusement, ils arrivent à temps pour libérer Godzilla, qui combat directement Gigan et le défonce, rendant fou de rage X. Et c'est là que Gordon balance ce qui est pour moi la meilleure phrase du film. Listen, kid.
There are two things you don't know about the Earth. One is me, and the other is Godzilla. Enfin, l'une des meilleures car il y a une autre phrase qui est assez épique aussi. Ainsi donc commence le cheminement de Godzilla vers le vaisseau des Xiliens, un voyage semé d'embûches vu qu'il va devoir affronter plusieurs monstres. Et le premier qu'il affronte sur le chemin, devinez qui c'est? Devinez qui c'est? Zilla! Alors, permettez que je m'attarde sur ce combat. Même, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur les précédents films de cette génération, qui se situent quand même, je vous le rappelle, après le film de Roland Emmerich. Déjà pour commencer, afin de pouvoir réutiliser Zilla, la Toho devait attendre que les droits se libèrent en 2003. Ce qui explique pourquoi Godzilla n'a explicitement pas combattu Zilla durant tout ce temps. Du coup, avec tout ce qu'on a vu, et c'est encore une fois une théorie, une grosse théorie de ma part, toute cette génération de films de Millennium jusqu'à Final Wars avait pour but de prendre une sorte de revanche sur le film de Roland Emmerich. Une revanche qui était un peu basée sur les messages subliminaux, messages cachés, vu qu'on n'a jamais eu de confrontation directe avec Zilla, comme je viens de le dire. Par exemple, dans les deux premiers films, on a eu le thème du vol d'ADN, ou si vous préférez, le thème de voler Godzilla. Dans le troisième film, on a eu un écho sur Zilla, un écho lointain de Zilla qui a attaqué les États-Unis. Le quatrième et le cinquième film, on s'attaque plutôt à, le spectre du vieux Godzilla, donc c'est-à-dire le tout premier Godzilla, la réutilisation de Godzilla. Réutilisation, Roland Emmerich. Et que cette fameuse réutilisation n'était pas très sainte, étant donné que ça jouait avec les morts. Et que je vous rappelle, Godzilla était mort en 1998, car la Toho ne l'avait pas encore fait revenir. Tout ça pour dire quoi? Pour vous dire peut-être que la Toho savait du coup qu'il devait attendre jusqu'en 2003 pour pouvoir réutiliser Zilla, et que donc, en attendant, ils ont décidé juste de faire des petites vengeances par message caché, et ils ont attendu 2003 pour pouvoir réutiliser Zilla. Cependant, comme je vous l'ai dit, en 2004, c'était les 50 ans de Godzilla. Quoi de meilleur comme bougie d'anniversaire des 50 ans du roi des monstres qu'une revanche contre celui qui lui a causé du tort? Dites-moi ce qu'il y a de mieux. Ce qui nous mène à ce combat. Ce combat, je suppose que certains fans l'attendaient avec grande impatience, car, tout simplement, Godzilla devait régler physiquement ses comptes avec cet imposteur. Et le voici enfin. Regardons-le ensemble. Zilla et Godzilla s'observent brièvement de loin. Zilla charge, mais se prend un coup de queue de Godzilla, le faisant s'écraser sur l'opéra de Sydney. Godzilla contre-attaque et le tue, en un coup avec son souffle atomique et... c'est tout. Ah, et voilà ce que dit X en ce qui concerne la perte de Zilla. Je vous ai parlé d'une seconde phrase épique, la voici. Ah, ça fait du bien. Bon, maintenant que la Toho a réglé enfin une bonne fois pour toutes ses comptes avec Zilla, on peut reprendre la suite du film. Godzilla affronte tous les monstres que je vous ai listés avant, en ajoutant à cela Hedorah qui fait une courte apparition et se fait directement défoncer. Oh, et accessoirement Mothra fait son apparition. Petit détail. Nos personnages principaux arrivent aussi vers le vaisseau mère des Xiliens, mais ils se font capturer, ce qui donne lieu à une petite entrevue avec X. Et tandis qu'ils règlent leur compte à l'intérieur, à l'extérieur, nous avons Godzilla qui va devoir affronter un nouveau monstre, tout bonnement nommé Monster X. Jigen refait surface aussi avec des scies électriques au niveau des mains. Mothra l'affronte et ils s'entretuent. Oui, Mothra meurt assez vite dans ce film. Merci pour le petit caméo Mothra, ça fait toujours plaisir de te voir. Même si j'ai l'impression que t'as tendance à mourir pas mal de fois ces derniers temps. Bref, les personnages principaux retrouvent le véritable secrétaire général de l'ONU, ainsi que la véritable dirigeante de l'EDF et s'enfuient.
Shinji affronte X et il le bat, le vaisseau mère explose, nos héros sont dans le Goten Go, ce qui laisse place à l'ultime combat du film. Monster X se transforme en une version modifiée de King Ghidorah, nommée Kaiser Ghidorah pour l'occasion. Le combat est presque impossible à gagner pour Godzilla, jusqu'à ce que, par je ne sais quel pouvoir, Shinji utilise le Goten Go pour donner plus de puissance à Godzilla, ce qui lui permet de vaincre Kaiser Ghidorah. Après ça, Godzilla se met à attaquer le Goten Go, et alors que Godzilla est sur le point d'achever nos héros, Minilla se pointe et... j'avais oublié. Il a grandi en plein milieu du film. Bref, il calme Godzilla, ils s'en vont, fin du résumé. Alors oui, il manquait plein de détails, comme par exemple le fait que Gordon parle en anglais alors que tous les autres personnages parlent en japonais. Ce que j'ai trouvé ça très étrange, vu qu'on est dans un film japonais. Et qu'il me semble qu'il y a déjà eu l'intervention d'un Américain dans un des Godzilla japonais et qui parlait en japonais. Mais bon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire du film? Que si on le juge comme ça, il n'est pas terrible. L'histoire est cliché, le jeu d'acteur est assez exagéré, et il y a trop de monstres dans ce film, au point de laisser ces monstres avoir ne serait-ce que quelques secondes d'épicness. Mais en même temps, c'est les 50 ans de Godzilla. Il y a 50 ans d'histoire à représenter en un film. Il fallait montrer Godzilla sous sa plus grande puissance, le fait qu'il domine l'intégralité des monstres, le fait que c'est justement lui le roi des monstres. Et franchement, même si le film n'est pas extraordinairement bon, il reste dans le ton global des autres films et rend hommage aux monstres les plus marquants de la série. Ce film est un hommage à l'intégralité des films qui sont sortis depuis 1954. Il fallait bien conclure par quelque chose, et malgré tout, je pense que ça restait une bonne conclusion. Toute bonne chose a une fin, ça fait mal de le dire, mais c'est vrai. Ainsi s'acheva le règne de Godzilla sur le grand écran. Les fans malgré tout gardaient de l'espoir de le voir ressurgir un beau jour venant de nulle part. Quelques années après, il devait y avoir un nouveau film de Godzilla tourné en 3D IMAX, mais malheureusement le film n'a pas eu suffisamment de fonds pour être créé. Puis, au fil des années, Godzilla sombra dans l'oubli. Et c'est alors que les studios Legendary Pictures décidèrent de racheter les droits de Godzilla à la Toho. Brian Rogers, producteur au sein de la Legendary, annonça qu'il devait y avoir un nouveau remake de Godzilla. En même temps, Guillermo del Toro réalisa Pacific Rim, un film qui rendait hommage au kaiju. Un très bel hommage, je trouve. Puis on donna le projet à un certain Gareth Edwards, un inconnu au bataillon qui s'est démarqué grâce à son film Monsters en 2010. Et après toute une organisation, divers problèmes et autres, le tournage du remake de Godzilla débuta le 18 mars 2013. Très peu de fuites en ce qui concerne le tournage du film. Le projet resta secret, ou du moins sans fuite, jusqu'à la diffusion de la toute première bande-annonce. Enfin, après une longue attente, 10 années après le dernier film, le Godzilla de Gareth Edwards sortit dans les salles obscures du monde entier au milieu de l'année 2014, et bien que le film ait divisé les fans sur certains points, au final ce reboot relança la machine. Et fort heureusement pour nous, le film a connu un grand succès, ce qui a permis de programmer une suite qui est maintenant confirmée car nous avons la confirmation aussi de la présence de Rodan, Mothra et King Ghidorah. Et le film sort en 2017. Mais ce n'est pas tout. Car la Toho a vraiment bien apprécié le travail d'Edward sur Godzilla, et donc ils ont décidé de relancer la machine de leur côté aussi, et un nouveau film Godzilla est prévu au Japon en 2016. Il y a même sur internet les premières images du tournage qui circulent, et je crois qu'il a commencé en septembre, il me semble. 3, si on compte le fait que, à cause de la sortie du prochain remake de King Kong, donc Kong Skull Island, il va y avoir un nouveau film, Godzilla vs King Kong, qui devrait sortir en 2020. Donc ce qui fait déjà 3 films de prévus. Et je suis sûr qu'au Japon, après la sortie d'un nouveau Godzilla en 2016, ils vont pas s'en tenir à ce film-là, ils vont en faire de nouveaux. Mais ce qui est sûr, c'est que 3 films Godzilla devraient sortir. Peut-être même 4. Car oui, on parle de gros studios pour ces derniers films Godzilla, donc Legendary Pictures et la Toho. Mais qu'en est-il des petits studios indépendants
qu'en est-il des fans? Je ne savais pas bien comment finir sur le sujet, mais en tout cas il fallait que je vous dise un mot sur un petit studio indépendant qui a décidé de se lancer dans un projet fou, faire un film de Godzilla à l'ancienne, c'est-à-dire un Godzilla avec des costumes de monstres. Le projet en question s'appelle Godzilla Héritage, un film indépendant en création depuis quelques années et que j'ai découvert il y a plusieurs mois. Certes, ce film ne vaudra peut-être pas les grosses productions du cinéma, mais le projet est suffisamment intéressant pour qu'on puisse s'y intéresser. Je vais vous laisser un lien vers leur page Facebook afin que vous puissiez jeter un coup d'œil sur le sujet, sur le projet et peut-être les soutenir. Alors oui, ce que je suis en train de faire, c'est à peu près de la pub, même c'est carrément de la pub, mais étant un fan de Godzilla, je me voyais mal de ne pas vous en parler et c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, je promouvois les projets que j'aime et ce projet-là, je l'affectionne très particulièrement. En tout cas, j'espère avoir éveillé votre curiosité sur ce projet et j'espère que vous le soutiendrez aussi car je trouve que c'est un projet qui est tout simplement merveilleux et que les gens qui y participent font des efforts fabuleux. Si on voit tout ce qu'ils font, les coulisses, ils nous montrent des images, des maquettes et tout plein de choses. Et franchement, on sent quand même qu'ils sont assez sérieux. Bon, voilà qui est fait pour l'histoire de Godzilla, oui, parce que en ce moment on n'est plus dans l'histoire, je dirais plus qu'on est dans l'actualité. Alors oui, je ne vous ai pas parlé du film de Gareth Edwards, mais il faudrait pour cela une vidéo entière consacrée au sujet. Et malheureusement, 4 vidéos sur Godzilla, ça fait déjà pas mal de mon côté. Et j'aimerais passer à d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Des sujets que j'aime ou des choses que je n'aime pas même. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aborderai pas, non, loin de là. C'est juste que je ne l'aborderai pas tout de suite. Peut-être que j'attendrai la sortie du prochain film avant d'en parler, mais d'ici là, ne comptez pas sur une vidéo sur le Godzilla de Gareth Edwards. Cependant, je peux vous dire que je l'ai vraiment bien apprécié, que c'était pour moi une véritable surprise, une très bonne surprise, et que je le recommande à tous les fans de Godzilla qui existent en ce monde. Et pour conclure sur le sujet, je crois que je vais laisser cet extrait parler pour moi. じゃあ一言言いましょう。OK？ ゴジラは不滅です。もうね、一番最初のゴジラってのは死んだんですよ。とろけちゃった。2作目で逆襲でもってカムバックしましたよね。あれから延々と続きましたけれども、おそらく今回の平成ゴジラも死んだんだけれども、おそらく復活すると思いますよ。そうご期待こう。これはね、一番最初やったのがゴジラ僕ですからね。あと他の連中やったゴジラってのはコピーみたいなもんだよね。コピーにはただ歩くだけじゃコピーにならないけど。Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Mais surtout, laissez un commentaire, car votre avis est très important pour moi. Et puis, même si vous voulez débattre de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je suis ouvert à toute conversation. N'hésitez pas à lancer une conversation, je viendrai la rejoindre illico presto, et ça nous permettra d'échanger ensemble sur le sujet. Si je fais ces LMVP, c'est non pas seulement pour vous parler de choses que j'aime ou que je n'aime pas dans certaines occasions, mais aussi pour provoquer la discussion, voire même le débat sur certains sujets. Et j'espère que ce sera le cas pour cette vidéo aussi. Merci encore et puis à très bientôt pour un nouveau LMVP. Ciao!